Salut à tous, c'est Florian d'IT Connect, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment mettre en place un serveur web sous Linux. En l'occurrence, nous allons utiliser Nginx, donc qui est une alternative open source à la solution très connue Apache 2. Et à la différence d'Apache, Nginx il est pensé pour être utilisé avec des sites web à fort trafic. Donc il a vraiment été imaginé comme ça à la base pour gérer un grand nombre de connexions en simultané tout en optimisant l'utilisation des ressources de la machine Linux sur laquelle il est déployé. Alors Nginx est également reconnu pour être utilisé en tant que reverse proxy pour faire une répartition de charges entre plusieurs serveurs web qui vont être répartis derrière lui et qui vont héberger un site web. Alors pour ma part, je vais utiliser Debian 10 et aujourd'hui donc nous verrons comment installer Nginx, comment configurer notre premier site internet avec Nginx, donc on fera une page toute simple. Nous verrons également comment intégrer PHP, puisque ça peut être intéressant pour créer un site dynamique. Et puis nous verrons comment ajouter un certificat SSL avec Let's Encrypt, donc qui permet d'avoir un certificat gratuit pour basculer notre site en HTTPS. Donc à la fin de cette vidéo, vous allez être en capacité de monter un serveur web Nginx avec une configuration relativement simple, mais opérationnelle. Alors si vous êtes prêts, nous allons commencer sans plus attendre. Avant cela, je vous invite seulement à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer de la suite. Et puis on va commencer la configuration de Nginx en commençant par l'installation. Me voilà connecté sur une machine Debian 10, donc c'est vraiment une fraîche install où j'ai rien installé de particulier dessus. J'ai seulement une interface graphique qui va me permettre de pouvoir tester l'accès au site web directement à partir de cette machine-là, sans utiliser plusieurs machines. Donc ce que l'on va faire, c'est tout d'abord mettre à jour le cache des paquets. Donc on va faire un apt-get update-y pour mettre à jour le cache. On pensera à préciser sudo devant l'intégralité des commandes qui nécessitent des droits d'administration, puisque l'on n'utilise pas directement le compte root. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est tout simplement un apt-get install nginx, donc qui s'écrit de cette façon, -y pour installer directement le paquet sans valider nous-mêmes. Donc une fois que le paquet est installé, comme c'est le cas ici, si on fait un sudo nginx-v, on peut voir qu'il est installé dans sa version 1.14.2 à partir des dépôts officiels de Debian 10. D'ailleurs, si l'on regarde le statut du service Nginx, on peut voir qu'il est déjà en cours d'exécution, comme on peut le voir ici, Active Running. Donc là, j'ai installé le paquet Nginx et le statut, le service s'est directement démarré, donc mon serveur web est en ligne. On peut voir également la présence des processus workers qui vont être en charge de gérer donc les différentes requêtes et de lancer des sous-processus pour traiter ces requêtes au fur et à mesure et de manière simultanée, ce qui est particulièrement intéressant avec Nginx. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est configurer le démarrage automatique de notre serveur Nginx. Donc ce qu'on va faire, c'est un system control enable Nginx, et à partir de là, à chaque fois que l'on va redémarrer notre machine Debian 10, Nginx va démarrer automatiquement. Pour nous assurer que le serveur web est bien installé, on va ouvrir un navigateur et tout simplement ce que l'on va faire, c'est accéder à l'adresse localhost. Donc on va faire 127.0.0.1 comme ceci, et là on voit bien Welcome to Nginx. Donc là on sait que l'on est connecté sur notre serveur en local et qu'il est opérationnel dans le sens où il répond au port sur le port HTTP sur le port 80. Alors cette page par défaut correspond à un fichier qui est stocké dans var 3w.html, et là on peut voir que l'on a le fichier index.nginx-debian.html. Si on affiche le contenu de ce fichier là, on voit bien qu'on retrouve le code HTML de la page qui est derrière. Alors en fait, cette page-là est associée au site par défaut de Nginx que l'on peut modifier de cette façon dans etc nginx site enabled default. Et là, on peut voir que l'on retrouve la configuration par défaut
du site qui est préinstallé, on va dire, avec Nginx, avec notamment le fait qu'il écoute sur le port 80. Et si l'on descend un petit peu, on peut voir que la racine du site, c'est bien var 3w html, ce qui correspond au dossier ici, et donc ce qui nous permet d'afficher la page que l'on a vue précédemment avec le navigateur. Alors au niveau de Nginx, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a donc un fichier de configuration globale qui est dans etc nginx, et c'est le nginx.conf, voilà, que vous avez ici à l'écran. Donc c'est vraiment le fichier de configuration globale où l'on peut voir ici notamment l'utilisateur associé à Nginx, donc le 3w-data, qui est le même utilisateur que celui que l'on peut retrouver lorsque l'on utilise Apache 2. Ensuite, il y a deux dossiers particulièrement intéressants. Donc ce sont les dossiers que l'on va retrouver dans etc nginx, les dossiers site enabled et site available qui sont ici. Donc lorsqu'un fichier de configuration d'un site est créé dans site available, donc il est créé mais il ne sera pas du tout appliqué, c'est-à-dire que la configuration ne sera pas exécutée dans le processus Nginx. Donc c'est-à-dire qu'on va préparer la configuration d'un site mais il n'est pas activé, donc le site ne sera pas en ligne. Par contre, quand la configuration est prête, on va venir créer un lien symbolique vers le dossier site enabled. Et en fait, tous les fichiers de configuration qui sont dans site enabled vont être chargés au démarrage de Nginx, ce qui va nous permettre d'activer les sites. Donc, ces deux dossiers sont particulièrement importants pour gérer les sites que l'on active ou non, simplement en gérant des liens symboliques entre les deux dossiers. Mais on reviendra sur ce mécanisme juste après dans la phase de démonstration, puisque nous allons voir maintenant comment créer notre premier site avec Nginx. Nous allons maintenant créer notre premier site avec Nginx, donc ce sera le site it-connect.tech. Donc nous allons lui créer un dossier dans var w que l'on va tout simplement appeler par le nom de domaine du site. Et ce dossier va nous permettre de stocker les fichiers de notre site, donc ce sera notre racine. Donc on fait un mkdir tout simplement. Ensuite on va déterminer comme propriétaire du dossier l'utilisateur d'Nginx, donc c'est-à-dire l'utilisateur 3w-data. Donc on précise avec la commande shown comme ceci, et on met derrière le chemin vers la racine de notre site. On va finir par appliquer les droits à l'aide de la commande chmod. On met les droits comme ceci, toujours sur le dossier de la racine du site. Comme ça, notre racine est prête. Pour finir de préparer notre site, on va créer tout simplement une page index HTML à la racine. Et là, on va venir intégrer un petit bout de code HTML. Donc voici un petit bout de code HTML qui permettra tout simplement d'afficher « Bienvenue sur IT Connect » lorsque l'on accédera à notre site. Maintenant, on va créer le fichier de configuration dans etc nginx, site available. Et là, on va tout simplement l'appeler itconnect.tech. Comme ça, on pourra repérer facilement que ce fichier de configuration correspond au site itconnect.tech. Dans ce fichier de configuration, on va ajouter différentes directives. Donc, je me suis inspiré de la configuration intégrée au fichier de configuration par défaut, ce qui sert un petit peu de template de départ, on va dire. Donc, je vous mets la configuration à l'écran et je vous l'explique tout de suite. Donc, voici notre configuration. On va déclarer notre site au sein d'un bloc serveur, donc ce qui revient un petit peu à déclarer un virtual host avec Apache pour ceux qui connaissent. Donc dans ce bloc serveur, on va devoir déclarer différentes options. Tout d'abord, listen 80, ça veut dire que ce site web va être accessible sur le port 80, donc qui correspond au protocole HTTP. Ici, en l'occurrence, c'est pour l'IPv4. Et la ligne juste en dessous, c'est pour l'IPv6. Donc là, on spécifie que le site est accessible sur le port 80 pour toutes les adresses IPv4 et aussi IPv6. Ensuite, la directive root, comme on a pu le voir tout à l'heure, permet d'indiquer la racine du site. Donc en l'occurrence, ici, ce sera le dossier que l'on a créé précédemment. Il faut bien penser à la fin de chaque règle à insérer un point-virgule pour vraiment marquer la fin de cette règle. Ensuite, nous avons la directive index avec la valeur index.html. Donc on peut préciser plusieurs valeurs. Ça, concrètement, c'est quand on va accéder à notre site simplement en mettant le nom de domaine. Eh bien, Nginx sait que notre page d'index du site, ce sera index.html ou autre chose,
puisque on l'a spécifié dans la configuration. L'option server name sert à spécifier tous les noms de domaine associés à ce site, donc au sein de notre bloc serveur. En l'occurrence ici on mettra itconnect.tech et www.itconnect.tech. Ensuite nous avons un sous-bloc location avec un slash, donc c'est-à-dire que les règles qui s'appliquent dans ce sous-bloc s'appliquent à l'intégralité des adresses de notre site, puisque ça s'applique dans le cas où l'adresse contient slash. Et forcément quand on va accéder à une page du site, on mettra le nom de domaine slash et derrière une requête ou l'adresse d'une page. Donc ça va s'appliquer vraiment à l'ensemble des pages de notre site. Et l'intérêt de la règle qu'on a ici, try files, ça va nous permettre de vérifier l'existence des fichiers ou des dossiers passés en paramètres de l'URL. Donc quand on va chercher à accéder à une page .php par exemple ou page.html, eh bien si elle n'existe pas, on va retourner une erreur 404, donc c'est-à-dire une page introuvable. Donc cette règle-là sert à gérer les accès sur les fichiers et les dossiers, c'est-à-dire les URL qui n'existent pas, en renvoyant une erreur adaptée, en l'occurrence 404. Donc voilà pour ce qui est de la configuration de notre site. On va maintenant enregistrer la configuration. Et ce que nous allons devoir faire, c'est tout simplement créer un lien symbolique, puisque là on a créé le fichier dans site available, c'est-à-dire que la configuration est prête, mais si je redémarre le service Nginx, elle ne sera pas appliquée, puisqu'elle n'est pas positionnée dans site enabled. Donc au lieu de faire un copier-coller du fichier itconnect.tech vers l'autre dossier et de devoir en gérer deux versions, bien, tout simplement ce qu'on va faire, c'est un lien symbolique dans le dossier site enabled qui pointe vers le fichier dans site available. Comme ça, on va pointer vers le même fichier, ça fait une seule copie à gérer. Et dans le cas où l'on ne veut plus que le site soit actif, il suffit de supprimer le lien symbolique dans le dossier site enabled. Donc pour faire ça, on va faire un ln-s et ensuite donc on met le chemin vers le fichier itconnect.tech dans site available et on précise à la suite la même chose mais dans l'autre dossier site enabled comme ceci, et on peut même repréciser le nom. Voilà, donc là il faut penser à mettre sudo pour créer le lien symbolique. Si je liste le contenu du dossier site enabled, on peut voir ici que j'ai bien itconnect.tech avec une petite flèche qui m'indique qu'il s'agit d'un lien symbolique vers un autre fichier. D'ailleurs, on peut voir que la configuration par défaut est gérée de la même façon avec un lien symbolique qui renvoie vers le fichier default du dossier site available. Avant de redémarrer le service Nginx, on va vérifier que la configuration est OK avec cette commande. Donc là, ça va vérifier la syntaxe de nos fichiers de configuration, ce qui est intéressant pour anticiper les éventuelles erreurs et de la corriger avant de redémarrer le serveur web, puisque si on redémarre Nginx alors qu'il y a une erreur dans un fichier de config, eh bien il ne va pas pouvoir redémarrer à cause de cette erreur. Donc on va créer une indisponibilité de notre serveur web, ce qui peut être particulièrement gênant si l'on héberge plusieurs sites et qu'une coupure n'est pas spécialement souhaitée. Donc puisque tout est bon, ce qu'on va faire, c'est redémarrer le processus Nginx, comme on a pu le voir tout à l'heure avec System Control Restart Nginx. Donc on remplace statut par Restart pour redémarrer. Donc là, il est bien redémarré. Donc maintenant, on va pouvoir tester l'accès à notre site. Avant cela, sachez qu'on peut faire également un start pour le démarrer et un stop pour l'arrêter, si on veut le faire en deux temps sans forcément le redémarrer, ce qui le remet en ligne directement. Alors pour tester l'accès à notre site internet, il y a plusieurs manières de faire. Si vous avez acheté le nom de domaine, vous créez l'enregistrement DNS qui va bien sur l'interface de votre registraire pour venir pointer vers votre serveur web. Par contre, si vous n'avez pas de nom de domaine pour le moment et que vous souhaitez tout simplement tester, ce que vous pouvez faire, c'est faire un sudo et modifier le fichier host de la machine Linux. Et donc dans ce fichier-là, on va pouvoir tricher un petit peu en précisant 4 fois 0 et on va mettre itconnect.tech et www.itconnect.tech. Ce qui veut dire que là, on considère que ce site-là, il est accessible sur toutes les adresses IP de notre machine locale et pas simplement 127.0.0.1. Donc là, en mettant 4.0, c'est vraiment toutes les adresses IP de la machine locale. Donc on enregistre. Et si là, je vais dans le navigateur et que je fais itconnect.tech,
normalement, voilà, je dois arriver sur ma page d'accueil de mon site, ce qui est bien le cas. Donc là, c'est mon serveur Nginx qui a répondu, qui a traité la demande. Ce que l'on va faire, c'est retourner dans le terminal et on va regarder un petit peu les logs du serveur Nginx, notamment le fichier access.log qui garde une trace en fait de toutes les requêtes HTTP, donc à chaque fois que l'on accède au site. Et donc là, on peut voir que l'on a plusieurs requêtes en provenance de 127.0.0.1, donc ma machine locale finalement, avec des accès donc sur mon site itconnect.tech. Et d'ailleurs, si je rafraîchis, on peut voir qu'en temps réel, derrière, ça génère des logs sur ma machine à chaque fois que j'accède à mon site. Donc on peut voir que c'est bien Nginx qui gère ces demandes. Il y a un second fichier de log qui est error.log, qui lui va tracer tout ce qui va être lié à des erreurs en lien avec Nginx. Donc c'est un fichier aussi particulièrement intéressant, notamment en phase de debug. Donc notre serveur web Nginx est opérationnel. On a déployé un premier site, mais qui est un site statique puisqu'on a simplement fait une page HTML. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir comment ajouter PHP au sein de Nginx, puisque c'est un petit peu différent vis-à-vis de l'intégration d'Apache où il faut simplement installer un paquet. Donc voyons maintenant comment intégrer PHP à Nginx. Donc on va voir que c'est un petit peu différent d'une intégration avec Apache. Donc on va déjà commencer par mettre à jour le cache des paquets et nous allons devoir installer quelques paquets avant d'installer PHP en lui-même pour pouvoir ajouter un dépôt supplémentaire sur la machine Linux. Donc on va récupérer la clé GPG du dépôt en question que l'on veut ajouter et ensuite on va venir ajouter ce dépôt dans notre liste des dépôts gérés par la machine. Donc je m'attarde pas trop sur ces commandes là, de toute façon comme d'habitude dans la description de la vidéo je vous mets différents liens correspondant au sujet du jour, en l'occurrence le tutoriel d'installation de Nginx où vous pouvez retrouver toutes ces différentes commandes pour faire des copier-coller directement, ce sera beaucoup plus simple. Ensuite, une fois qu'on a installé notre nouveau dépôt, eh bien on va remettre à jour le cache des paquets pour prendre en compte le contenu de ce nouveau dépôt. Et l'on va venir faire un apt-get install PHP FPM. Donc on va préciser PHP 7.4-FPM, puisque si on ne précise pas 7.4, pour le moment ça installe par défaut PHP en version 7.3, mais c'est une version qui d'ici la fin de l'année 2021 ne sera plus sous support, puisque pour le moment elle bénéficie seulement des mises à jour de sécurité. PHP 7.4 on a un peu plus de temps, donc on peut l'installer en attendant de passer sur PHP 8. Donc l'intégration de PHP avec Nginx passe par PHP FPM. Donc en fait PHP FPM va permettre de traiter les scripts PHP, puisque Nginx, quand il va recevoir des demandes de connexion sur des scripts PHP, il va les transmettre au moteur PHP FPM qui lui va les traiter. Donc maintenant que l'on a installé notre paquet, il faut que l'on retourne modifier la configuration de notre site itconnect.tech. Donc pour cela, on va tout simplement utiliser l'éditeur de texte Nano ou un autre, comme on a fait précédemment. Et dans ce fichier de configuration là, il va falloir que l'on ajoute plusieurs options. En l'occurrence pour traiter les fichiers en .php. Donc à la suite du bloc location que l'on a créé précédemment, on va venir ajouter un nouveau bloc location qui cette fois-ci va permettre d'appliquer des règles sur tous les fichiers avec l'extension PHP comme je le disais tout à l'heure. Donc je vous conseille de respecter l'indentation au niveau du fichier de configuration pour maintenir une bonne lisibilité, on va dire, parce que sinon ça peut vite être compliqué à lire quand c'est pas indenté. Et donc on peut voir ici que quand le fichier se termine par .php, donc il se termine par .php parce qu'on a le dollar à la fin qui vérifie ça, donc c'est une expression régulière, on peut dire, on intègre un fichier de configuration fastcgi-php.conf et le chemin vers le socket lié à PHP FPM. Donc une fois qu'on a fait ça, on sauvegarde
Et on n'a pas grand chose à faire de plus, si ce n'est qu'on peut vérifier que notre configuration est correcte, comme on a pu le voir tout à l'heure. Une fois qu'on a vu que c'était correct, eh bien on va redémarrer le service Nginx, et là normalement notre serveur Nginx est capable de traiter les requêtes PHP. Donc pour le vérifier, on va créer tout simplement un fichier à la racine de notre site qui va s'appeler par exemple info.php. Dans ce fichier-là, on va intégrer un tout petit code qui va utiliser la fonction php-info, qui a pour objectif de nous afficher toute la configuration de PHP de notre serveur. Donc bien sûr, c'est un fichier à créer temporairement et à supprimer ensuite, puisque si quelqu'un accède à ce fichier-là, il peut obtenir des informations précieuses au sujet de notre serveur web. Donc là, on va retourner dans le navigateur pour tester, on va faire un slash et on va faire info.php. Et donc là, on peut voir que ça fonctionne, puisque ma page affiche bien un résultat, que j'ai toute la configuration de PHP sur mon serveur qui s'affiche, et on peut voir ici que je suis bien en PHP version 7.4.21, qui est la dernière sortie au moment où je crée cette vidéo. Donc vous voyez, ce n'était pas bien compliqué d'intégrer PHP à Nginx, il faut juste savoir comment faire, mais c'est un petit peu comme tout. Donc maintenant, ce que l'on va faire pour continuer la mise en place de notre serveur Nginx, c'est ajouter un certificat SSL Let's Encrypt pour passer notre site en HTTPS. Voyons maintenant comment sécuriser notre site internet en lui ajoutant un certificat SSL gratuit via Let's Encrypt. Donc pour pouvoir faire ça avec Nginx, ce qu'il nous faut déjà, c'est un site web accessible en HTTP depuis l'extérieur, puisqu'il y a des requêtes qui vont être émises depuis notre serveur sur les API, on va dire, de Let's Encrypt, et qu'il y aura des échanges qui nécessitent que le site soit en ligne. Donc vous devez impérativement être propriétaire du nom de domaine et avoir configuré le DNS correctement avant de pouvoir ajouter le certificat SSL. Ensuite, une fois que c'est fait, eh bien, vous pouvez passer à la mise en œuvre. La mise en œuvre va commencer par la mise à jour du cache de paquets. Bon, on le refait même si on l'a déjà fait juste avant pour PHP. Et on va devoir installer différents paquets. On va installer Certbot, donc, qui est un utilitaire qui permet de faire des demandes de certificats auprès de Let's Encrypt. Et on va devoir installer également Python 3-certbot-nginx, donc, qui est un outil qui va permettre d'intégrer automatiquement les certificats Let's Encrypt dans Nginx. Donc tout cela va être automatisé. Une fois qu'on a installé le paquet, ça va être relativement simple. On va utiliser Certbot pour faire une demande de certificat. Donc on va faire un sudo certbot-nginx, comme ça on lui précise qu'on a un serveur Nginx, qui va lui permettre d'aller modifier directement la configuration, comme on peut le voir juste après. On va faire un -d et on va mettre notre nom de domaine, www.itconnect.tech. On envoie la commande, là il nous demande une adresse mail. C'est particulièrement intéressant puisque s'il y a un souci lors du renouvellement de votre certificat SSL, eh bien vous allez recevoir une notification par mail pour vous dire attention, le certificat expire dans 7 jours par exemple, ce qui vous permet d'anticiper et de vous retrouver du jour au lendemain avec un site sans certificat. On indique notre email ici, on valide et donc là on accepte les conditions d'utilisation. Là il nous demande si on veut partager notre email et tout ça. On va mettre non, mais vous pouvez mettre oui si vous voulez. Donc là, il y a un processus qui se déclenche avec un challenge et tout ça pour vérifier que la demande est valide, que le serveur web est bien en ligne. Et donc, une fois que c'est fait, le processus va avancer et là, on se retrouve avec une question à l'écran. Donc en gros, Certbot nous demande est-ce qu'on veut rediriger automatiquement le trafic HTTP vers HTTPS, ce qui est une excellente manière de rendre accessible notre site uniquement en HTTPS. Moi perso, ça me plaît bien, donc on va indiquer 2 et on va faire entrer. Donc là, on peut voir que tout s'est fait automatiquement. Il a détecté le site itconnect.tech dans la configuration de Nginx. Et là, en gros, il me dit congratulations, le certificat a été sauvegardé à cet endroit-là, la clé privée a été sauvegardée à cet endroit-là. Donc là, concrètement,
d'après ce que je vois à l'écran, le certificat Let's Encrypt a été obtenu avec succès et il a même été intégré directement dans Nginx au niveau de notre site. Donc c'est ce que nous allons vérifier maintenant. Alors je vais retourner modifier le fichier de configuration que l'on utilise depuis le début pour le site itconnect.tech et on va regarder un petit peu ce qui a changé à l'intérieur de ce fichier de configuration. Tout d'abord, on peut voir ici qu'on est passé en 443 SSL au lieu du port 80. Donc ça va permettre d'utiliser le HTTPS puisque le port 443 est le port par défaut du protocole HTTPS. Donc on a à la fois en IPv6 et en IPv4. Ensuite, nous avons différentes lignes qui ont été ajoutées ici pour indiquer les chemins vers notre certificat, donc le fichier .pem, et la clé privée ici, privkey.pem. Donc ces deux fichiers-là correspondent à notre certificat et vont nous permettre de sécuriser les connexions. On a également un autre fichier ici, option-ssl.nginx.conf, qui correspond à la configuration du SSL au niveau de notre site, notamment pour activer certaines versions de TLS et pas d'autres. Et enfin, on a ici un autre paramètre. Si on regarde maintenant un petit peu plus en détail le fichier de configuration, on voit qu'il y a un deuxième bloc serveur qui a été ajouté. Et en fait, dans ce bloc serveur, il y a différentes règles. Alors la première règle, c'est celle-ci. En gros, si $host, c'est-à-dire le nom de domaine auquel on accède, est égal à www.itconnect.tech, on retourne un code 301 et on redirige vers HTTPS, le nom de domaine, suivi de la requête. C'est-à-dire que si on essaie d'accéder à une page du site en HTTP, on sera redirigé vers cette même page, mais en HTTPS, via une redirection 301, ce qui correspond à une redirection permanente. Donc là, on indique bien, notamment au moteur de recherche, que cette redirection de HTTP vers HTTPS est permanente, ce qui va permettre au moteur de recherche de prendre en considération cette petite subtilité importante au niveau notamment du référencement du site internet. Et enfin, on a ici toujours notre port d'écoute sur le port 80 pour l'accès en HTTP, même si toutes les requêtes seront redirigées vers HTTPS. Et dans le cas où l'on parviendrait à accéder en HTTP à notre site, eh bien, on aurait une erreur 404, page introuvable, pour vraiment faire en sorte que le site soit accessible uniquement en HTTPS de manière sécurisée. On va fermer le fichier de configuration et on va vérifier l'accès à notre site en HTTPS, voir si ça fonctionne. Il n'est pas nécessaire de redémarrer le service Nginx puisque ça a déjà été fait par Certbot au moment de l'intégration de notre certificat. Donc on va ouvrir un onglet supplémentaire, on va bien mettre HTTPS et on va préciser itconnect.tech. D'ailleurs, on ne va pas mettre HTTPS, on va mettre HTTP, comme ça on va voir si on est bien redirigé en HTTPS sur notre site. Donc j'envoie la commande et là, bon, déjà j'accède au site, ce qui est une bonne nouvelle. Et on peut voir que je suis bien connecté en HTTPS, que si je clique ici, j'ai bien une connexion sécurisée. Et si je regarde les détails, je suis bien avec un certificat Let's Encrypt. Ce certificat expire le 3 octobre 2021. Alors il faut savoir qu'un certificat Let's Encrypt est valide seulement pendant 90 jours, donc 3 mois, mais on peut le renouveler de manière automatique, c'est ce que nous allons voir juste après. Donc ce certificat est bien fonctionnel, donc quand j'accède à mon site, j'utilise bien une connexion sécurisée en HTTPS. Alors pour gérer le renouvellement automatique du certificat, ce que l'on va faire, c'est jeter un coup d'œil à la cron tab créée par Certbot, donc dans le dossier cron.d dans ETC. Et là, on peut voir que ce fichier-là a été créé par Certbot et qu'il contient déjà des règles pour renouveler automatiquement le certificat avant qu'il arrive à expiration. Donc avec ça, vous pouvez être rassuré puisque le certificat est valide 90 jours, mais il y a un processus automatique géré par Certbot qui va permettre, il me semble, tous les 30 jours, de renouveler le certificat, ce qui repousse toujours l'échéance et la date d'expiration de votre certificat, et donc finalement vous n'avez pas à vous inquiéter. Dans le cas où il y aurait une erreur avec cette tâche planifiée, l'intérêt c'est que comme lors de la génération on a précisé notre adresse email,
eh bien on recevrait une alerte par mail pour nous dire attention, le certificat expire dans 30 jours ou dans 7 jours. Il y a plusieurs alertes qui sont envoyées pour vous permettre de réagir à temps avant qu'il ne soit trop tard. Donc au niveau de Certbot, ce qu'on peut faire aussi, c'est exécuter ce qu'ils appellent un dry run, c'est-à-dire une simulation de renouvellement. Donc on peut faire un Certbot renew-dry-run, et là on fait une simulation de renouvellement. Donc là, ça permet de vérifier que tout se passe bien, que tout va bien se passer lorsque Certbot va chercher à renouveler notre certificat. Donc là, on peut voir qu'il met que, en gros, félicitations, tous les renouvellements ont été effectués avec succès. Donc là, concrètement, on peut considérer que lorsque le Certbot va chercher à renouveler le certificat via Let's Encrypt, ça va fonctionner puisque le test que l'on vient d'effectuer à l'instant indique que tous les signaux sont au vert. Pour finir ce tutoriel, nous allons voir une petite astuce sécurité. Puisque quand on accède à notre site, si l'on met une page qui n'existe pas, par exemple page.html qui n'existe pas du tout sur notre site, et bien déjà on peut voir que l'on a bien l'erreur 404 not found que l'on a vu dans le fichier de configuration, mais on peut voir ici que l'on a la version du serveur Nginx, c'est-à-dire que n'importe qui accède à notre site, en générant une erreur de manière volontaire, pourra obtenir le numéro de version du serveur Nginx. Donc si c'est une version obsolète qui contient des failles de sécurité, eh bien dès le départ on va donner des indications à l'attaquant sur la version que l'on utilise, et donc on va lui faciliter le travail puisqu'il va pouvoir mener des recherches pour trouver d'éventuelles vulnérabilités liées à la version que l'on utilise. Donc il y a une petite astuce très simple dans le fichier de configuration de Nginx qui va nous permettre de masquer la version de Nginx au niveau des entêtes HTTP. Donc on va faire un etc nginx.conf. Là on va descendre un petit peu dans le fichier de configuration et on va s'intéresser à l'option Server Tokens Off. Donc là on va décommenter cette option là qui par défaut a la valeur on. On va tout simplement la laisser en off. On valide. On va redémarrer le processus Nginx. Et on va rafraîchir la page du navigateur qui est juste derrière. Et là on peut voir que si je fais un rafraîchissement, je n'ai plus le numéro de version de mon serveur Nginx. Donc je sais que c'est du Nginx, mais je ne sais pas en quelle version, donc j'ai masqué cette information, ce qui me semble particulièrement important d'un point de vue de la sécurité. Voilà, votre serveur Nginx est prêt à l'emploi, votre site est accessible en HTTPS, donc la connexion est sécurisée, on a vu aussi comment cacher le numéro de version, on a vu comment effectuer une configuration basique du serveur Nginx. Si vous souhaitez déployer WordPress ou toute autre application qui nécessite une base de données, eh bien, il faudra donc installer MariaDB ou MySQL ou un autre moteur de base de données, et il faudra également installer les extensions PHP qui vont bien pour utiliser votre application et respecter les prérequis. Mais tout ça se fait de manière habituelle en installant les paquets tout simplement, et après la configuration se fait au niveau de PHP. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner aussi bien sûr. Et puis on se retrouve rapidement pour d'autres vidéos sur l'administration, système et réseau. Ciao!